2001, soit 3 ans après la sortie de Half-Life sur PC, un portage voit le jour sur PlayStation 2. Le jeu de Valve, toujours distribué par Sierra, sera porté par Gearbox. Gearbox, c'est le petit studio de développement qui avait été spécialement créé pour développer Opposing Force en 99. L'éditeur, Sierra, était d'accord pour que ce nouvel épisode Half-Life soit créé par des gens extérieurs à Valve, mais il tenait à ce qu'ils aient une structure. Randy Pitchford fondera ainsi Gearbox, dont le nom est un clin d'œil direct à Valve, puisque l'un peut se fixer à l'autre, et ils développeront ainsi Opposing Force, puis Blue Shift, qui était prévu pour la version Dreamcast annulée, et ils travailleront enfin sur cette version de Half-Life pour la PlayStation 2. Gearbox réalisera un excellent portage. Le jeu sera quasiment identique à la version PC, mais adapté pour la console, avec notamment un système de visée automatique qui était déjà présent sur PC, mais couplé à un système de verrouillage qui dirige la caméra sur la cible. Pratique pour jouer à la manette. Certaines maps ont également été légèrement modifiées, parfois pour de simples raisons esthétiques ou d'autres fois pour faciliter le gameplay sur console. Plus de munitions, moins d'ennemis, suppression d'une porte, ce genre de choses. Dans les grandes lignes, cette version de Half-Life sur PlayStation 2 est identique à la version PC et, à moins de connaître le jeu par cœur, les différences ne sont pas vraiment notables. La principale différence qui saute aux yeux, c'est l'utilisation de nouveaux modèles. Comme on l'a vu dans l'épisode sur Blue Shift, des modèles plus détaillés avaient été réalisés pour la version Dreamcast, mais ce jeu ne sera jamais publié. Les modèles 3D et la petite campagne bonus spécialement conçue pour la Dreamcast seront récupérés et publiés sur PC sous la forme d'un standalone. Blue Shift, avec son pack HD, on en a déjà parlé. Pour son portage PlayStation 2, Gearbox utilisera ses modèles 3D, du moins une partie, et d'autres modèles seront réalisés ou remaniés spécialement pour l'occasion, avec des nouvelles animations plus détaillées, notamment au niveau du visage avec des animations faciales. Par rapport à la version PC originale, les modèles HD prévus initialement pour la Dreamcast doublent la quantité de polygones, et les modèles PlayStation 2 se basent beaucoup sur les modèles du pack HD, en augmentant encore plus le nombre de polygones, comme on peut le voir ici par exemple sur ce soldat au niveau de ses poches à munitions. Et entre le pack HD et la version PlayStation 2, on ne remarque pas forcément les différences, mais il y en a. Par exemple, sur ce zombie, on ne voit pas une énorme amélioration, et pourtant, là, en enlevant les textures, on remarque qu'au niveau de la tête ou du thorax, il y a plus de détails. Et on peut aller encore plus loin en jetant un œil au squelette d'animation. Sur la version PlayStation 2, on voit qu'il y a un squelette pour la blouse. Au premier coup d'œil, ça ne se voit pas, mais désormais, la blouse est animée beaucoup plus finement et elle suit les mouvements du zombie. Bref, la version PlayStation 2 de Half-Life ressemble donc graphiquement beaucoup à ce qu'aurait pu être la version Dreamcast ou à la version PC qui utilise le pack HD de Blue Shift, mais en un peu plus détaillé. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa campagne additionnelle. Un peu comme pour Blue Shift, qui à la base était prévu comme campagne additionnelle pour la version Dreamcast annulée, Gearbox a réalisé une campagne bonus pour la version PlayStation 2, histoire de ne pas vendre une simple adaptation d'un jeu PC sur console et d'avoir un peu de valeur ajoutée au produit. Cette campagne, c'est Half-Life Decay. Disponible uniquement sur PlayStation 2 à sa sortie, elle est aujourd'hui totalement jouable sur PC en solo et en multijoueur local ou internet grâce à un mode non officiel. Dans cette nouvelle aventure, on incarne les docteurs Colette Green et Gina Cross le jour de l'incident de Black Mesa, et tout le jeu consiste en différentes missions coop, une sorte de Portal 2 avant l'heure où les joueurs devront résoudre des puzzles à deux pour pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est la toute première fois dans Half-Life que l'aventure est coupée en missions, 9 au total, ainsi qu'une 10e bonus. Half-Life Decay étant avant tout un contenu supplémentaire pour être joué en écran splitté entre amis sur un canapé, chaque mission a été conçue pour durer une petite vingtaine de minutes, mais elles se suivent toutes chronologiquement comme une grande histoire. Une fois n'est pas coutume, la version française est de piètre qualité, mais elle a l'avantage de bénéficier d'une traduction acceptable. Et surtout, même si les acteurs ne sont pas spécialement bons et qu'ils doublent plusieurs personnages, ils ne prennent pas des voix à la con comme dans Opposing Force. Il faut absolument qu'on parvienne jusqu'au point d'évacuation, près du secteur lambda. On réussira peut-être à choper Freeman au passage. On va donc découvrir Half-Life Decay en français, ça évitera de lire des sous-titres et surtout, moi, ça m'évitera de les faire. Le jeu démarre en supposant que dans Half-Life, les deux combinaisons de protection manquantes autour de celle de Gordon sont celles de nos deux héroïnes, et on démarre notre journée de travail. Bonjour docteur. Docteur, on dirait que vous êtes pile à l'heure aujourd'hui. J'ai peur que le système ait rencontré quelques problèmes, et que vous ayez été effacé dans la base de données. Suivez-moi jusqu'à la porte. Je vous ferai entrer et vous pourrez régler ce problème. Alors, c'est aujourd'hui le grand jour ? Le chef avait l'air sacrément excité quand il est arrivé. Il parlait de ce nouveau, le Dr Freeman. J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Ici, on comprend qu'on va participer à l'analyse de l'échantillon, et le garde nous donne une info cruciale, le Dr Freeman est nouveau. D'après les jeux précédents et le manuel du premier, on devinait que Gordon Freeman démarrait sa première journée de travail, ou au mieux, qu'il n'était là que depuis quelques jours.
Et dans Opposing Force, Gearbox nous offrira la possibilité de comprendre qu'il travaille depuis au moins un mois à Black Mesa. Il parlait de ce nouveau, le Dr Freeman. Ce garde nous confirme donc que Freeman n'est pas là depuis très longtemps, il est encore considéré comme le nouveau de Black Mesa. Dans Half-Life Decay, l'histoire n'est pas très importante. Un peu comme Blue Shift, elle ne va pas rajouter d'éléments scénaristiques majeurs, elle va surtout permettre de confirmer certaines suppositions qu'on pouvait avoir dans Half-Life, et nous faire voir une nouvelle fois le complexe de Black Mesa sous un autre angle au moment de la catastrophe. En poursuivant notre chemin vers notre lieu de travail, on croisera le G-Man en train de prendre l'ascenseur et on arrivera jusqu'au docteur Keller, un scientifique en fauteuil roulant qui va nous donner nos instructions. Bonjour docteur, ça fait plaisir de voir quelqu'un à l'heure aujourd'hui. Le docteur Freeman est en retard, encore une fois. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Kleiner apprécie ce garçon. Là, ça confirme bien tout ce qu'on a pu deviner ou entendre. Freeman n'en est pas à sa première journée de travail car il arrive souvent en retard et le docteur Kleiner l'apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui lui a trouvé ce poste comme on peut le lire dans la lettre d'embauche qui se trouve dans le manuel du premier jeu. Arrive ensuite le docteur Rosenberg qu'on a pu voir et sauver dans Half-Life Blue Shift. Bonjour docteur Rosenberg. Bon, visiblement, même dans cette VF, ils ont traduit Rosenberg par Rosenburg. Pour moi, c'est sûrement le plus gros mystère de tout l'univers de Half-Life. Cela étant dit, la conversation qui va suivre est vraiment intéressante. J'ai parlé à Harold. Il a apparemment l'impression que vous voulez pousser le spectromètre antimasse au-delà de 90%. Vous comprenez bien qu'il y a une raison pour la limite de sécurité. Je comprends votre inquiétude, docteur, mais l'administrateur était très clair. L'administrateur est un bureaucrate, pas un savant. Je n'ai pas conçu cet équipement pour être utilisé aussi intensivement. Ce n'est pas votre décision. Mais si vous préférez rester et surveiller l'expérience, qu'il en soit ainsi. Sinon, vous pouvez retourner à votre petit laboratoire, près de la gare. Là, on apprend que c'est le docteur Rosenberg qui a construit l'équipement, ou du moins une partie de l'équipement que Freeman va utiliser pour l'expérience, et qu'il met en garde Keller à propos de son utilisation. Le pousser en dehors des limites autorisées peut être risqué, mais Keller n'écoute pas les mises en garde de Rosenberg, parce qu'il veut des résultats, et s'il veut autant ces résultats, ce n'est pas forcément parce que c'est un scientifique curieux, mais surtout parce que l'administrateur lui met la pression. Je comprends votre inquiétude, docteur, mais l'administrateur était très clair. L'administrateur est un bureaucrate, pas un savant. L'administrateur, le bureaucrate dont il parle, c'est le G-Man, l'homme en costume et à la mallette au logo de Black Mesa qu'on a vu passer un peu plus tôt dans l'ascenseur. Comme on l'a compris dans les précédents jeux, il dirige le centre, il connaît absolument toutes les expériences qui s'y passent et le financement de Black Mesa repose sur les résultats qu'ils obtiendront. On a là le parfait cliché de science-fiction de la fin des années 90, à savoir les scientifiques qui veulent faire des découvertes et, de l'autre côté, les bureaucrates qui cherchent seulement des résultats et qui exploitent ces scientifiques. C'est ensuite au tour du docteur Gina Cross, l'une des deux scientifiques que l'on peut incarner, de descendre au sous-sol pour récupérer l'échantillon et l'emmener jusqu'au mont de charge pour que Freeman démarre l'expérience. Docteur Cross, accès autorisé. Gina Cross descend donc prendre l'échantillon, c'est la scène que l'on voit dans Blue Shift sur la caméra de surveillance. D'ailleurs, on remarquera que la coupe de cheveux et la couleur de la combinaison ne sont pas exactement les mêmes entre Blue Shift et Decay. Et ça, c'est dû au fait qu'à ce moment, Half-Life Decay n'existait pas. C'est seulement pendant la conception du jeu que l'idée de prendre deux femmes a germé et que leurs combinaisons ont changé de couleur pour les différencier. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, ça reste un mystère. En fait, le docteur Gina Cross est un assemblage de différents éléments des jeux Half-Life précédents. Dans la scène de Blue Shift, c'est celle que l'on peut retrouver sous forme d'hologramme dans les parcours d'entraînement de Black Mesa du premier jeu. Les deux mêmes modèles ont été utilisés, sobrement nommés Holo. Comme on voyait cette femme porter une combinaison, les scénaristes de Gearbox l'ont tout naturellement utilisé en supposant que ça pouvait être une collègue de travail de Freeman. Et dans Decay, ils en ont fait un des personnages jouables et lui ont donné le prénom de Gina tout simplement parce que c'était un des noms des modèles sélectionnables dans la version multijoueur de Half-Life. Dans Half-Life, en multijoueur, on peut choisir différents modèles pour son joueur, et l'un des deux s'appelle Gina. Il n'est disponible qu'en multijoueur donc, et il est assez différent du modèle Holo, qui lui n'est utilisé que dans le jeu solo. La couleur de la combinaison est différente, la coupe de cheveux aussi, et le visage. Le nom de famille Cross a ensuite été récupéré via le système d'annonce vocale, celui dont je t'avais parlé dans une vidéo à propos de la communication dans Half-Life. Dans le centre de recherche, il y a un système d'annonce vocale, et parmi ces annonces, on entend le nom du Dr Cross. Dr Cross, veuillez appeler le 729. Dr. Cross, call 729, please. Gearbox, les créateurs du jeu, ont donc donné vie au mystérieux Dr Cross qui n'était qu'un nom prononcé au travers de haut-parleurs, en lui donnant l'apparence de la scientifique du parcours d'obstacles mélangée à celle du modèle multijoueur de Half-Life avec son prénom.
Son équipière, Colette Green, sera un tout nouveau personnage entièrement créé par Gearbox. Quoi qu'il en soit, Gina Cross, que l'on voit dans Decay, est la même personne que l'on voit sur la caméra de surveillance de Blue Shift, même si son modèle n'est pas le même, et c'est donc la même scientifique que l'on retrouve sur le parcours d'entraînement de Black Mesa dans le premier Half-Life. Revenons-en à l'histoire. Malheureusement, le monte charge aura un petit problème, et il faudra aller le réparer pour que l'échantillon puisse monter jusqu'à Gordon. Oui. Quelque chose doit empêcher le bon fonctionnement du monte charge. Allez voir dans la chambre de test si rien ne le bloque. Je continuerai d'essayer de le faire fonctionner depuis ici. En inspectant la machinerie, on se rendra compte qu'un des stylos publicitaires de Black Mesa était coincé dans le mécanisme. Une fois récupéré, l'expérience démarre et on comprend qu'on se trouve juste en dessous de Freeman. Ah, parfait. Tout semble se dérouler comme prévu et l'expérience va bientôt commencer. Je vais laisser le haut-parleur branché pour que vous puissiez entendre ce qui se passe en haut. On entend tout le déroulé de l'analyse qui se passe au-dessus de notre tête, comme on peut la vivre pendant le premier Half-Life, et soudain, l'équipement devient instable, puisque, comme tout le monde le sait, il ne faut jamais utiliser un spectromètre antimasse à 105%, mais visiblement, eux ne sont pas au courant, et pendant qu'on essaye de maintenir tout ça en place, Freeman pousse l'échantillon à l'étage supérieur, et la résonance en chaîne commence, ainsi que la deuxième mission. Après l'explosion, on entend les docteurs Keller et Rosenberg discuter. Oubliez ça. Nous venons juste de voir une cascade de résonance. Je ne comprends pas. Les champs d'amortissement sont lâchés. Les champs d'amortissement sont prévus pour ne pas foirer. C'est parfait que si quelqu'un les éteint. Et même dans ce cas, ça se verrait nettement sur les indicateurs du flux de déplacement. Ils ont échoué. Le système de confinement tout entier a lâché. C'est une cascade de résonance, Dr. Rosenberg. Oui, vous avez raison. Il faut que nous fassions sortir tout le monde d'ici. Il faut atteindre la surface, appeler de l'aide, quelque chose. Nous devons gérer le problème. Personne d'autre ne peut comprendre l'importance qu'il y a à réinitialiser les champs d'amortissement. Sans eux, la brèche dimensionnelle pourrait s'ouvrir de manière trop importante et il serait impossible de la refermer. C'est trop dangereux. Si nous échouons, qui préviendra les autres? Nous pouvons avoir des soldats ici dans 2 heures pour sécuriser la zone et protéger tout le monde. Notre priorité, c'est le personnel de Black Mesa. Vous avez peut-être raison. Les docteurs Cross et Green ont peut-être survécu. Si c'est le cas, ils peuvent nous aider. Je vais essayer de les retrouver à l'aide de ce terminal. Non! N'y touchez pas! Rosenberg souhaite appeler les secours, tandis que Keller veut gérer le problème en interne. Pas question que ça se sache. Cette conversation ne fait encore une fois que confirmer tout ce qu'on savait déjà. Black Mesa travaille en collaboration avec l'armée et le gouvernement, et dispose de militaires en cas de problème. Les expériences sont entièrement secrètes, et surtout, on apprend quelque chose de nouveau. Pour éviter la résonance en chaîne, les scientifiques ont mis au point des champs d'amortissement. Personne d'autre ne peut comprendre l'importance qu'il y a à réinitialiser les champs d'amortissement. Dans le premier Half-Life, avant même l'expérience, on peut entendre des scientifiques parler de résonance en chaîne. Une probabilité de résonance en chaîne, ça ne vous tracasse pas un peu? Oh, si on suit la procédure d'insertion, tout devrait bien se passer. Comment pouvez-vous dire cela? J'admets que le risque de résonance en chaîne est très limité, mais je n'aime pas... C'est donc un problème auquel ils ont déjà réfléchi. Ils savent qu'utiliser ce minerai qui provient de Xen peut provoquer ce genre de catastrophe. Un dispositif a alors été étudié et mis en place sous l'appellation de champs d'amortissement qui servent à empêcher ce genre d'incident. Il faudrait recalculer les variables d'amortissement, vous ne croyez pas? Mais le G-Man veut des résultats, et par extension, Keller en veut également. Je comprends votre inquiétude, docteur, mais l'administrateur était très clair. En poussant les machines à leur maximum, les champs d'amortissement n'ont pas pu fonctionner et la résonance en chaîne s'est produite. Rapidement, on va retrouver les 2 scientifiques qui se seront mis d'accord sur un plan d'action. Oh, Dieu merci, vous avez survécu. Ces combinaisons sont remarquablement conçues, Dr. Cross. Docteur, nous avons défini un plan. Vous devez escorter Rosenberg jusqu'à la surface. Aidez-le à demander des secours. Je ne pourrai pas le faire dans la chaise. Je reste en arrière pour estimer les dégâts subis par l'équipement et l'étendue de la cascade. Je trouverai peut-être une explication à ce qui s'est passé et un moyen de réparer les choses. Je n'aime pas l'idée de vous laisser ici, mais nous n'avons guère le choix. Je vais activer le monte-charge de service. Un raccourci qui passe par la zone d'entraînement vous permettra de rejoindre la surface. Bonne chance.
Le docteur Keller reste donc à Black Mesa pour tenter de réparer les dégâts tout seul, comme il souhaitait le faire, tandis que Rosenberg viendra avec nous jusqu'à la surface pour lancer un appel à l'aide. En dépit de ce que croit le docteur Keller, notre seule préoccupation maintenant, ce sont les gens coincés dans Black Mesa. Nous devons monter à la surface et utiliser le satellite de communication. Quand ils sauront ce qui se passe, je suis sûr qu'ils enverront l'armée à notre rescousse. Il y a un ascenseur non loin, qui nous conduira là où nous devons aller. Suivez-moi. C'est pas vrai. Les contrôles de l'ascenseur ne fonctionnent pas. Il y a un secteur de maintenance juste en dessous. De là, vous pourrez sans doute faire fonctionner l'ascenseur. Il va vous falloir traverser le parcours d'obstacles pour arriver au secteur de maintenance. Pas besoin de vous rappeler que votre combinaison vous protège. Mais je crois plus prudent de vous attendre ici. Nous allons maintenant combiner plusieurs actions. Vous allez sauter, vous accroupir, puis sauter à nouveau. Je devrais pouvoir ouvrir cette porte. Nous avons réussi. Au bout de ce tunnel, il y a un conduit qui mène à la surface. D'ici, nous pourrons atteindre le centre de communication satellite et nous appellerons à l'aide. Bon travail, je n'aurais rien pu faire sans vous. Après avoir traversé le parcours d'entraînement de Black Mesa et des entrepôts, on arrivera à la surface avec Rosenberg et on utilisera le satellite de communication du centre de recherche pour contacter l'armée. Maintenant que nous sommes à la surface, on peut obtenir de l'aide. Si nous sommes assez rapides, les autres auront une chance de survivre. Derrière cette cloison se trouve le centre de communication satellite, que nous utilisons pour parler avec le personnel militaire en dehors de Black Mesa. L'armée devrait pouvoir sécuriser le secteur et nous mettre en sûreté. Allons-y! Là-dedans, c'est le centre de contrôle de la parabole. Nous devrions pouvoir communiquer maintenant. Je vais essayer. Docteur Keller, me recevez-vous? Nous avons établi la communication et nous transmettons le signal de détresse. Bon travail, mais nous n'avons pas le temps d'attendre les militaires. J'ai besoin de l'équipe en bas tout de suite. Les champs d'amortissement sont sur le point de lâcher et il faut les réinitialiser. Je comprends. Je vais les faire descendre. Dehors! Écoutez, je vais attendre ici l'arrivée des secours. Mais vous devez retourner aider en bas, où d'autres seront en péril. À partir de là, Rosenberg restera à la surface, on comprendra d'après Blue Shift que peu après, les militaires arriveront et le captureront pour l'enfermer dans un train. Et nous, les docteurs Cross et Green, redescendons vers le secteur C pour retrouver le docteur Keller qui était resté en bas pour arranger la situation. Vous devez réinitialiser les verrous d'amortissement à la main. Il y a 2 verrous d'amortissement secondaires et un verrou principal. Les conduits d'amortissement sont énormes. Vous ne devriez... Celui-ci nous chargera de réactiver les champs d'amortissement pour refermer la brèche entre notre monde et Xen. Les fameux champs d'amortissement que les scientifiques avaient mis en place pour, justement, éviter qu'une telle situation ne se produise. Mais rien n'y fait. Même en réactivant tout ça, la situation reste la même et le docteur Keller émet l'hypothèse que quelque chose, de l'autre côté, sur Xen, maintient la brèche ouverte. On devine facilement, cette autre chose, c'est le Nihilante. Et on comprend donc qu'il profite de la résonance en chaîne pour envoyer des soldats sur Terre en réponse aux nombreuses incursions que les scientifiques du complexe Lambda ont pu faire sur Xen. Et on le comprend également dans le premier Half-Life, puisque avant de partir sur Xen, un scientifique explique à peu près la même chose à Gordon Freeman. Nous pensons qu'il y a là-bas un immense portail transdimensionnel, gardé par une entité extrêmement puissante. Vous vous en rendrez vite compte. C'est bon, les champs de déplacement ont été coupés. Non à chien. C'est la 2e fois qu'il ne fonctionne pas correctement. Je vais voir si je peux accéder au système de transport et faire venir une rame jusqu'à nous. Je crains que ceux qui gardent la brèche ouverte le fassent intentionnellement, mes amis. Ces extraterrestres ne sont pas tous là par hasard. Il faut fermer la brèche entre nous et le monde extraterrestre. Nous devons envoyer le satellite en orbite pour orchestrer l'inversion de résonance. La salle du signal de satellite n'est pas très loin. Malheureusement, nous ne pourrons pas entrer dans la station de sécurité centrale sans les codes d'accès appropriés. N'importe quel garde dans ce complexe devrait avoir les codes, cela dit. Fouillez les lieux et trouvez un garde.
On part alors sur une autre stratégie, utiliser un appareil expérimental du complexe Gamma pour créer une sorte de résonance en chaîne inversée qui, d'après sa logique de scientifique à roulette, devrait arranger toute cette histoire. Mais pour pouvoir utiliser cet appareil, il faut un satellite. On part alors en direction du centre de lancement de Black Mesa et là encore on apprend, ou plutôt on confirme quelques détails qu'on connaissait déjà ou qu'on aurait pu supposer en jouant aux autres jeux. Par exemple, dans les rames de transport, il y a un espace handicapé et ce n'est pas pour rien car il y a bel et bien du personnel en fauteuil roulant. On passera également dans les dortoirs, ce qui confirme ce que l'on a appris dans le manuel du premier jeu. Black Mesa héberge ses employés lorsqu'ils vivent seuls. On imagine donc toute la logistique qu'il y a derrière. Si les employés sont hébergés, il y a des cantines, des salles de repos, des livraisons de nourriture et de toutes sortes d'autres objets de première nécessité. Chose confirmée plus tard puisqu'on passera dans la chambre de Freeman, qu'il partage avec un de ses collègues, des restaurants ou des salles avec des télés et des canapés pour les employés. Black Mesa est donc bel et bien un énorme complexe scientifique autonome, une sorte de ville souterraine. D'ailleurs, le mot souterrain n'est pas forcément très approprié, puisque tu ne le savais peut-être pas, mais les mesas, ce sont ces formations géologiques, typiques du sud de l'Amérique où se déroule l'histoire de Half-Life en Arizona, mais qu'on retrouve un peu partout ailleurs dans le monde. Le mot vient de l'espagnol mesa qui signifie table puisque c'est un plateau. Et le logo de Black Mesa, eh bien, c'est un mesa noir dans un cercle. Donc Black Mesa ce n'est pas vraiment un complexe souterrain, c'est un complexe en partie souterrain et creusé dans les mesas. On le voit bien d'ailleurs dans les intros de Half-Life ou Blue Shift, tout n'est pas enterré. On a des parties souterraines, d'autres qui sont creusées dans les mesas et d'autres encore qui sont en extérieur. Bref, à partir de maintenant, nos deux héroïnes doivent trouver un garde pour récupérer ses codes d'accès pour pouvoir aller jusqu'au centre de lancement où nous attend le satellite qui permettra d'annuler la résonance en chaîne. Le premier qu'elles vont rencontrer sera mourant et elles vont faire connaissance avec les militaires qui sont là pour faire le ménage. Des soldats partout, ils tuent tout le monde. Évidemment, tous les gardes qu'elles croiseront seront déjà morts ou en train de mourir, pas de bol. On finira par trouver un garde et ses codes d'accès et on partira en direction de la prochaine mission. Oui, j'ai les codes d'accès pour le poste de sécurité. Allons-y. Je suppose que vous avez le code du signal de fin d'alerte pour la fusée. D'accord. Vous avez un plan? Oui. Une fois le satellite en orbite, nous pouvons orchestrer une inversion de résonance qui pourrait refermer la brèche entre la Terre et le monde extraterrestre. Vous m'entendez? Vous êtes dans la cave du bâtiment de contrôle aérien de Black Mesa. Vous devez trouver la salle de contrôle. Configurez le moniteur de contrôle aérien pour qu'il envoie le signal de fin d'alerte. Ainsi, les laboratoires lambda pourront lancer la fusée porteuse et déployer le satellite. Je peux déverrouiller la porte de ce... Maintenant, on doit envoyer des données au satellite pour le paramétrer. Et une fois lancé, les scientifiques du complexe lambda pourront avoir la main dessus et tenter le plan du Dr Keller. Comme dans tous les jeux de cette époque, et particulièrement les jeux Half-Life, on finira par ramper dans un conduit d'aération et on assistera à cette scène. Je ne sais rien, je ne fais même pas partie de l'équipe scientifique. Ah! Ça peut paraître pas grand chose, mais là, ça confirme ce qu'on a dit dans Blue Shift. Les militaires tuent tout le monde et n'interrogent que ceux qui sont liés au projet. Si tu n'as pas une blouse blanche et un laissez-passer qui dit que tu travailles au complexe lambda, tu te fais buter. Seul le personnel qui détient des informations à propos des recherches est épargné, car ces informations ont coûté beaucoup d'argent. Après avoir tué pas mal de militaires et abattu un V-22, on arrive à la salle de contrôle et on envoie les codes au satellite pour passer à la mission suivante. Nous sommes au laboratoire Gamma. La balise de déplacement dont nous avons besoin pour l'inversion de résonance n'est pas loin de vous. Vous devez lever la balise pour l'utiliser. Je ne peux pas le faire d'ici et l'écoutille de maintenance qui donne accès au contrôle dans la cave est verrouillée. Vous devez lever la balise à la main. Le satellite est donc paramétré et c'est Gordon Freeman qui l'enverra en orbite comme on l'a vu dans le premier Half-Life. Mais il manque un élément indispensable au plan de Keller, la machine du complexe Gamma. Il va donc falloir récupérer ce prototype. On passe par l'indémodable niveau des égouts et on arrive à la machine. Ce truc gigantesque doit être envoyé à la surface pour pouvoir communiquer avec le satellite que Freeman a lancé et peut-être refermer la brèche. Une fois notre mission accomplie, on arrive au complexe Gamma où le docteur Keller nous explique que l'on doit activer la balise que l'on vient de positionner à la surface. On en profite pour confirmer que les extraterrestres sont connus dans certains secteurs de Black Mesa, pas seulement au complexe lambda, et on va devoir passer à travers les laboratoires qui ont étudié les créatures de Xen pour activer une machine qui alimentera notre balise. En gros, le but de la mission c'est juste d'allumer la balise.
En se baladant dans les laboratoires Gamma, on verra différents types de cristaux, des soldats enfermés, et on verra que les scientifiques ont étudié les esclaves et ont découvert que leur collier ne servait à rien, mais que c'est grâce à leur bracelet qu'ils tirent leurs rayons électriques verts. C'est d'ailleurs la première fois que l'on voit un esclave comme sujet d'étude à Black Mesa. Plus loin, on verra également que les scientifiques étudient les crabes de tête ainsi que d'autres animaux provenant de Xen. Et après un petit puzzle à base de rayons laser et de couleurs rouge, bleu, vert, la mission sera terminée et on passera à la phase finale. Fantastique. Vous avez réussi. Revenez à l'ascenseur, toutes les deux. Bon travail. Avec la matrice à rayons active, nous pouvons enclencher l'inversion de résonance. Nous sommes devenus une équipe efficace, mais tout se résume à ce que nous faisons. La brèche s'est dangereusement agrandie, et il est peut-être déjà trop tard. Nous devons agir. Maintenant. Vous avez fait du bon travail, mais ce n'est pas encore terminé. Vous devez utiliser l'émetteur de concentration de la balise de déplacement pour charger les grands cristaux sur les murs du canyon. Lorsqu'ils seront chargés, je les utiliserai pour entamer l'inversion de résonance. Ces cristaux seront bien plus efficaces que les champs d'amortissement. Suivez-moi. Lorsque vous commencerez à charger les cristaux, la force extraterrestre va s'en apercevoir et elle essaiera de vous arrêter. Il se peut que vous deviez faire face à plus d'ennemis que vous n'en avez jamais vus. Vous devez charger les cristaux le plus rapidement possible. Dans cette mission, Keller nous dit indirectement que les aliens qui peuplent Xen sont un peu sur les nerfs quand on va chez eux et quand on joue avec les cristaux. Et comme par hasard, la machine qu'on va utiliser utilise 3 énormes cristaux récoltés là-bas. Les mêmes que l'on peut retrouver dans la chambre du Nihilante, disposés un peu de la même façon. Nous sommes prêts. Vous pouvez déployer un des cristaux. Maintenant! Chargement du premier cristal dans 3, 2, 1. Je détecte une surcharge d'énergie. Il y a quelque chose d'important qui traverse la brèche. Dans cette dernière mission, Gina et Colette doivent défendre l'installation jusqu'à ce qu'elle soit fonctionnelle pendant que des créatures de Xen débarquent, le truc classique dans n'importe quel jeu vidéo, et une fois mises en marche, elles sont téléportées. Surcharge. Nous avons besoin d'énergie. Kaloun, dépêchez-vous! Je ne peux pas maintenir le portail ouvert plus longtemps. Gina, Colette, tout va bien. Vous avez été prise pendant un instant dans le reflux harmonique. C'est une sorte de remous dans l'espace entre 2 courants de déplacement. Mais je n'arrive pas à comprendre qui est à l'origine de l'autre courant. Aucune importance pour l'instant. Reposez-vous. Nous avons réussi. Voilà, c'est la fin de Decay. On a un petit caméo de Barney Kaloun, le héros de Blue Shift. Kaloun, dépêchez-vous! Je ne peux pas maintenir le portail ouvert plus longtemps. Kaloun, dépêchez-vous! Nous ne pouvons pas garder le portail ouvert beaucoup plus longtemps. Et le docteur Keller nous explique que pendant un moment, on s'est retrouvé à cheval entre notre espace-temps et Xen, mais que finalement,
nous sommes revenus et surtout que la mission est une réussite. Nous avons réussi. Mais est-ce que c'est vraiment une happy end comme dans Blue Shift? Est-ce qu'on a vraiment réussi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que oui, si on a joué au premier Half-Life, c'est-à-dire le jeu PC, ou même le jeu PlayStation 2 dont DK est un contenu supplémentaire, on sait que c'est Gordon Freeman qui réussit à stopper le merdier. En réalité, les docteurs Green, Cross et Keller ne font qu'utiliser un dispositif censé annuler la résonance en chaîne, ou du moins la contenir, mais c'est Gordon Freeman qui met fin à tout ça en tuant le Nihilante sur Xen. Alors peut-être qu'au moment où la machine est activée, Freeman tue le Nihilante, et donc, de leur point de vue, ils pensent avoir réussi, mais c'est Freeman qui a tout fait. Ou peut-être qu'ils ont simplement atténué l'effet de la résonance en chaîne et que Freeman fera le reste du boulot plus tard. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où se situe cet instant dans la chronologie. Si on prend tous les jeux Half-Life, généralement, ils ont des événements communs qui permettent de savoir à quel moment se situe l'action d'un jeu à l'autre. Par exemple, la résonance en chaîne, qui a lieu partout dans Black Mesa, permet de savoir que Freeman, Green, Cross ou encore Calhoun commencent leur journée de travail à peu près en même temps. Et régulièrement, pendant les différentes aventures, on va avoir d'autres événements marquants qui vont permettre de relier les différents jeux chronologiquement. Dans Half-Life, on voit le moment où les militaires arrivent sur les lieux. Pour l'amour de Dieu, ouvrez la porte du Nihilante! Ils sont juste derrière nous! Dans Opposing Force, c'est nous-mêmes qui débarquons à Black Mesa, et dans DK, c'est Rosenberg et nos deux copines qui alertent les militaires. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce que, quand on y pense, ce n'est pas là que pour le fanservice. Ça permet réellement d'avoir un univers cohérent entre tous les scénarios. Par exemple, dans Opposing Force, quand on voit Freeman sauter, on se rappelle l'avoir fait dans Half-Life, donc on sait ce qui va se passer ensuite. Mais surtout, on sait à quel moment de l'histoire on en est. Et c'est pareil à la fin de Blue Shift. Quand Barney s'enfuit de Black Mesa en utilisant le téléporteur prototype, on voit Freeman se faire traîner par les militaires. Et cette séquence, elle fait plaisir aux joueurs, on est content de voir Freeman. Mais elle n'est pas là par hasard ou juste pour faire plaisir aux fans. Souvent, les gens pensent que c'est juste pour faire un petit clin d'œil, mais c'est surtout pour situer l'action dans le temps. Là, par exemple, cette séquence, elle arrive à peu près à la moitié du jeu Half-Life, donc on sait à peu près quand Barney Calhoun s'est enfui. On peut s'amuser à tracer les timelines des différents jeux. Ici, on a Barney qui descend du tram et qui attend qu'on lui ouvre la porte. Là, on aura le début de la catastrophe qui se déclenche partout au même moment. À peu près par ici, on a l'arrivée des militaires. Ici, l'instant où Freeman est capturé par l'HECU. Par là, c'est quand le chef ordonne au soldat Cooper d'évacuer. Là, on retrouve le moment où Freeman saute dans le portail pour rejoindre Xen. On peut affiler un peu comme ça en rajoutant d'autres éléments qui sont pas aussi précis mais qui donnent une bonne indication sur le déroulé des événements. Par exemple, quand Calhoun libère Rosenberg, on sait que ça arrive forcément après que Green et Cross l'aient laissé seul à la surface. Et dans DK, la seule chose que l'on voit à la fin qui puisse nous permettre de déterminer quand se passe ce moment, c'est Barney. C'est le seul point de repère qu'on ait. Et on voit Barney tel qu'on le voit dans Blue Shift à son retour de Xen, juste après avoir activé la balise. On peut donc logiquement en conclure que la fin de DK survient un peu avant celle de Blue Shift. C'est-à-dire que au moment où le docteur Keller nous dit que nous avons réussi, Barney Calhoun descend chercher une batterie pour le téléporteur pour permettre aux scientifiques de s'enfuir, Freeman n'en est même pas la moitié de son aventure, Shepard continue de buter des aliens, et la résonance en chaîne n'est pas du tout terminée. Alors pourquoi Keller dit que nous avons réussi? Parce que pendant ce temps-là, du point de vue de Freeman, ou même de Shepard, ça donne ça. Désolé Dr Keller, mais j'ai une autre définition de la réussite. La fin de DK est donc très étrange, et elle peut s'interpréter de deux manières. La première explication, c'est ce que j'appellerais le syndrome Gearbox. Un peu comme ils ont pu faire avec Opposing Force, DK est un très bon jeu, mais forcément l'erreur est humaine, ils ont travaillé sans consulter le scénariste original de Half-Life, et on a quelques incohérences qui viennent se glisser dans l'histoire. La plupart du scénario colle avec ce qu'on sait déjà, et explique même d'autres choses qu'on n'avait pas pu comprendre avant. Mais en contrepartie, on a quelques ratés à certains moments, et la fin de DK est un de ces ratés. Après tout, ce n'est pas si grave, l'essentiel c'est qu'on se soit amusé et qu'on ait approfondi l'univers de la saga. Et en partant de ce principe, en se disant que ce n'est qu'un jeu et que en plus ce n'est qu'une campagne bonus, on peut accepter les petites erreurs comme celle-ci. La deuxième explication est un peu plus tordue, mais pas tant que ça. Alors, ce n'est qu'une supposition comme on avait vu dans l'épisode sur Blue Shift, mais ça pourrait tout expliquer. Et pour comprendre, on va revenir quelques instants sur Blue Shift, le jeu d'avant. Comme je te l'avais expliqué, ou plutôt comme le docteur Rosenberg nous avait expliqué, Xen n'est pas un endroit précis dans l'univers. Ce n'est pas une planète qui se trouve dans une autre galaxie. Xen, c'est plutôt une sorte d'espace-temps dans lequel reposerait notre espace-temps. Et je t'avais montré, ici c'est chez nous, et tout ça c'est Xen. Et pour se téléporter dans notre espace-temps, les scientifiques passent par Xen. C'est un peu la gare centrale de l'univers, une dimension parallèle.
Donc, plutôt que de faire un trou dans notre espace-temps et d'y voyager, ou plutôt que de tordre notre espace-temps, ce qui serait quand même sacrément dangereux, la téléportation repose sur ce que les scientifiques appellent le monde frontière. Ils passent là-bas et ensuite ils reviennent sur Terre. Et comme on l'avait deviné grâce à Blue Shift, pour pouvoir fonctionner correctement, les pionniers de la téléportation utilisaient des balises, qui servaient à fixer des repères entre notre espace-temps et le monde frontière. C'est un peu comme mettre une grosse punaise pour maintenir les deux en place et savoir où on est, comme quand on superpose deux cartes. Grâce à cette punaise, enfin cette balise, les scientifiques peuvent définir un point d'entrée et un point de sortie de manière précise. Mais à la fin de Blue Shift, souviens-toi, il se passe quelque chose qui ne s'était jamais produit avant. Un reflux harmonique. Simon, regardez Kaloun. Son corps semble être dans une sorte de déplacement de résonance. Interrogatoire. Quoi faire? Pourquoi on le tue pas tout de suite? Et si on trouve le cadavre? Grâce à Dieu, vous y êtes parvenu. Je craignais que quelque chose se soit produit au dernier moment, et que vous ayez été pris dans un reflux harmonique infini. Plutôt que de se téléporter directement, Barney Kaloun est pris dans ce que le docteur Rosenberg appelle un reflux harmonique, et il va se téléporter à plusieurs endroits avant d'arriver à destination, un peu comme s'il rebondissait entre Xen et notre espace-temps. Et c'est exactement ce qui arrivera au Dr Green et Cross à la fin de Decay. Elles sont toutes les deux prises dans un reflux harmonique. Et c'est à la fin de Decay que le Dr Keller nous explique vaguement ce que c'est. Vous avez été prise pendant un instant dans le reflux harmonique. C'est une sorte de remous dans l'espace entre deux courants de déplacement. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'espace et le temps sont liés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert. Et avec ça, ce qu'on sait, c'est qu'on peut voyager dans le temps. Alors, voyager dans le passé, c'est techniquement impossible d'après notre science, mais voyager dans le futur, c'est totalement possible. Ça a déjà été prouvé à de nombreuses reprises. Alors, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais en tant que Barney Kaloun, ou en tant que Cross et Green, comme on voyage dans notre espace-temps, et une sorte d'autre espace-temps lié au nôtre, on peut se téléporter dans l'espace, mais également dans le temps. Et le reflux harmonique dont nos scientifiques parlent, et dont on est victime dans les deux jeux de Gearbox, c'est comme une ondulation de ces deux mondes qui se chevauchent. Lorsqu'un portail est ouvert, ça crée une ondulation dans les espaces-temps, et si on est en plein milieu, c'est-à-dire si le point d'entrée et le point de sortie sont définis de manière précise, alignés, grâce aux balises notamment, les punaises de l'espace-temps, tout se passe bien, on passe de l'un à l'autre. Mais si l'alignement n'est pas fait ou est perturbé, on se retrouve dans la vague, on peut dériver et se retrouver à l'autre bout de l'univers, ou, si on a de la chance, on peut finir par être ramené au bon endroit et au bon moment. Et c'est ce qui arrive à nos trois personnages qu'on incarne. Sans le savoir, le Dr Keller dans Half-Life Decay et le Dr Rosenberg dans Half-Life Blue Shift ont lancé un caillou dans un lac au même moment. Rosenberg ouvre un portail et, de son côté, en activant le dispositif, Keller tente de stopper la résonance en chaîne et jette un énorme pavé dans l'eau qui va faire beaucoup de vagues. À ce moment, comme l'espace-temps et Xen remuent dans tous les sens, les téléportations du secteur vont être affectées. Et à la fin de Blue Shift, Barney, qui va prendre le téléporteur pour s'enfuir, part à la dérive, de même pour nos deux héroïnes de Decay. Les trois vont alors être emportés par le phénomène et ils vont rebondir sur les vagues, atterrissant un peu au hasard dans l'espace-temps déformé, et ils se croiseront même pendant la tempête. Alors, en quoi ça expliquerait que le Dr Keller affirme avoir réussi? Comme on l'a supposé dans l'épisode sur Blue Shift, Barney Kaloun quitte Black Mesa au moment où Freeman est jeté dans le broyeur de déchets, puisqu'il le voit pendant qu'il est pris dans le reflux harmonique, juste avant la fin du jeu. Mais le reflux harmonique est quelque chose de très rare. Ce phénomène n'arrive qu'une seule fois et uniquement dans Blue Shift et Decay, deux jeux développés par Gearbox. Et même dans Opposing Force, qu'ils ont également développé, on n'en voit aucun, alors qu'on utilise des téléporteurs expérimentaux et même un générateur de portail portable. On peut alors penser que le reflux harmonique est un événement précis qui permet de relier les deux jeux dans le temps. Un peu comme le début de la résonance en chaîne qui nous permet d'avoir un point de repère. Grâce à ça, on peut penser que le moment où Keller active la machine correspond au moment où Barney saute dans le portail pour s'enfuir de Black Mesa, et non pas au moment où Barney revient de Xen. Au moment où la machine est fonctionnelle, c'est-à-dire au moment où le reflux harmonique se produit, quand l'espace-temps est une vraie bouillie, Freeman n'est pas forcément inconscient au fond d'un compacteur d'ordures. En réalité, absolument rien ne nous permet de savoir que tous ces événements se passent en même temps. Oui, je sais, ça fait mal au crâne. L'espace et le temps sont liés, et tout est déformé. Pendant que Barney Kaloun dérive dans le reflux harmonique dans Half-Life Blue Shift, il se peut très bien qu'il assiste à une scène qui aura lieu dans le futur. En fait, on ne peut pas être certain que Barney Kaloun s'est enfui au moment où Freeman est capturé. Cette scène que l'on voit peut parfaitement se passer des heures plus tard, et Barney a simplement vu l'avenir en se cognant la tête dans l'espace-temps.
Donc on ne peut pas vraiment être certain que Barney s'enfuit au moment où Freeman est inconscient. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on suppose, mais même si Barney voit Gordon se faire traîner, ça ne veut pas dire forcément que ça s'est déjà produit, puisque Barney voyage à travers l'espace et le temps à ce moment-là. Et de la même manière, lorsque Cross et Green voient Barney dériver dans le vide, ce qui correspond à son retour de Xen, il se peut que cette action se soit déjà produite ou qu'elle se produira plus tard. Donc, le moment où Keller active le prototype du secteur gamma n'est pas clairement défini. On ne sait pas quand la fin du jeu Half-Life Decay survient. La seule chose qui permettait de repérer cet événement dans la chronologie, de savoir quand finissait le jeu, c'était qu'on voyait Barney. Donc, on pouvait supposer qu'on le croisait au même moment, ici. Mais, comme on vient de le dire, on voit Barney dans un reflux harmonique, alors on peut pas être sûr que les deux événements se passent simultanément. Donc, Half-Life Decay se termine... on sait pas trop quand. On sait juste que Decay se termine au même moment que Blue Shift, au moment du reflux harmonique. Sauf que, à cause de ça, on ne sait pas quand on est, puisque les événements qu'on pouvait observer et qui nous permettaient de situer l'action dans le temps ont lieu pendant le reflux harmonique et peuvent être des moments du futur, voire même du passé. Peut-être que Keller active la machine un peu avant que Freeman n'aille sur Xen, peut-être qu'il l'active après que le Nihilant ne soit tué, on n'en a aucune idée, et le fait que cette aventure se déroule en plusieurs missions et non pas en une grande campagne n'aide pas forcément à avoir de notion de temps. Tous les jeux Half-Life sont de grands plans séquences, il n'y a pas de coupure dans l'action, mais dans Decay, il y a des ellipses entre chaque niveau. On sait qu'ils se suivent tous, mais on ne peut pas être sûr qu'il se passe pas plusieurs heures entre chacun d'entre eux. Et donc, la timeline de Decay peut être ajustée légèrement par endroits. Alors comme je l'ai dit, c'est une théorie, c'est ma théorie, et je ne prétends pas que c'est une vérité absolue. D'autant plus qu'il faut bien l'avouer, les scénaristes de Gearbox n'ont probablement pas été aussi méticuleux. Ils ont fait un très bon boulot, c'est vrai, les détails ont été bien peaufinés, mais ça reste une théorie, une interprétation, en se basant surtout sur les éléments que Gearbox a apportés au fil de leur pack d'expansion. Et pour que cette théorie soit viable, il faut juste partir du principe que le reflux harmonique est un événement unique, qui survient au même moment dans les deux jeux. Et quand on y regarde de plus près, le reflux harmonique a beaucoup plus de chances d'être un événement unique qui se produit partout dans le centre de recherche plutôt que différentes erreurs de téléportation. Cette théorie reste donc, selon moi, la meilleure pour expliquer les petits cafouillages dans la timeline des jeux de Gearbox. Mais en dehors de ma théorie, le reflux harmonique est une création de Gearbox. Et s'ils n'ont peut-être pas voulu l'interpréter de cette manière, ils l'ont probablement inventé pour justifier les incohérences qu'ils n'ont pas pu expliquer eux-mêmes, ou les incohérences que les joueurs auraient trouvées dans le futur. Une sorte de botte secrète de scénariste qui consiste à dire de là à là c'est le bordel, mais c'est normal parce que il y a un reflux harmonique. Un peu comme quand les scénaristes d'Hollywood cherchent à noyer le poisson en disant en fait ils étaient dans un univers parallèle, ou encore tout ça n'était qu'un rêve. Ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que le reflux harmonique est très certainement une pirouette scénaristique, beaucoup moins certainement quelque chose de réfléchi, et ce qui est sûr, c'est que d'après le Dr Keller, la résonance en chaîne semble être stoppée. Si la mission est bel et bien un succès, est-ce une happy end pour autant? Eh ben non, puisque au cas où tu l'aurais oublié, le G-Man finira par raser Black Mesa avec une bombe nucléaire comme on le voit dans Opposing Force, et ce sera la fin des Dr Green et Cross. Le complexe de Black Mesa occupait une place de choix, mais je pense que nous pouvons considérer que ce problème s'est résolu de lui-même. Mais également à la fin des jeux Half-Life, puisque à partir de Decay, il n'y aura plus de jeux Half-Life jusqu'à l'arrivée de Half-Life 2. Half-Life Decay, c'est donc un jeu qui nous donne quelques pistes à explorer et quelques infos à propos du fonctionnement de la téléportation, de la nature de Xen, de ce que les scientifiques cherchent à accomplir à Black Mesa, de la manière dont le centre de recherche est géré, de tout ce qu'il contient comme infrastructure. Un peu comme pour Blue Shift, il nous permet de voir l'envers du décor sans trop en rajouter, et Gearbox nous montre une fois de plus qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Et Decay propose également une mission secrète dans laquelle les joueurs peuvent incarner 2 aliens esclaves envoyés sur Terre par le Nihilant pour récupérer un cristal que les militaires ont pris. Cette mission est originale mais extrêmement courte, c'est plus un easter egg qu'autre chose. Mais ça permet de nous rappeler que le Nihilant contrôle ses esclaves, qu'il peut les téléporter sur Terre et qu'il veut récupérer le minerai que les humains ont volé pendant leurs expéditions. Half-Life Decay, c'est donc le dernier jeu officiel de la franchise de ce qu'on pourrait appeler les vieux Half-Life, ceux qui utilisent les moteurs Gold Source dérivés du Quake Engine. Ouais. Fallait bien faire un petit clin d'œil à Quake, hein. N'oublions pas qu'on doit énormément à ce jeu, et Decay est le dernier jeu qui nous présentera le G-Man de cette manière. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais notre cher ami reste tout de même le lien entre tous ces jeux, et dans cette campagne bonus, c'est la dernière fois qu'on le verra avec ce visage et avec cette mallette. Avant d'en parler beaucoup plus longuement dans l'épisode 5, faisons tout de même un petit point de tout ce qu'on a pu voir dans les précédents jeux.
Dans Half-Life 2, qui sortira quelques années plus tard, le rôle du G-Man sera entièrement réécrit. C'est d'ailleurs probablement comme ça que tu le connais le mieux, et c'est probablement pour cette raison que tu vas poster des commentaires du style « Non mais n'importe quoi, le G-Man c'est pas du tout l'administrateur de Black Mesa ». Mais dans ce qu'on pourrait appeler le premier arc de la série Half-Life, c'est-à-dire Half-Life, Opposing Force, Blue Shift et Decay, le G-Man est un G-Man, c'est-à-dire un government man. C'est l'administrateur de Black Mesa, c'est pas un scientifique mais un bureaucrate qui travaille pour le gouvernement, et il gère le centre de recherche. Il fixe des objectifs à ses employés, c'est un homme en apparence tout à fait normal, il utilise le système de transport de Black Mesa, il prend les ascenseurs, il téléphone, les gens semblent le connaître puisqu'ils ne sont pas étonnés de le voir, il parle à des gardes, à des militaires, à des scientifiques, et il a un attaché case avec le logo du centre de recherche. On devine facilement que c'est quelqu'un de très haut placé, on ignore simplement pour qui il travaille, le ministère de la Défense, une agence secrète du gouvernement, un groupe privé très influent, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Mais le G-Man n'est pas un extraterrestre, une entité supérieure ou un voyageur venu du futur, du moins pas dans ces jeux-là. Dans Half-Life 2, son rôle changera, oui, et on verra tous les changements que Valve aura fait dans son scénario pour remanier l'histoire et l'emmener vers une autre direction. Mais dans ses premiers jeux, le rôle du G-Man est clairement défini comme celui d'un G-Man, l'administrateur du centre. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que en 98, Mark Laidlaw, le scénariste de Half-Life, n'avait pas pensé qu'en 2020 on aurait Half-Life Alyx ou qu'un bateau appartenant à un laboratoire du nom d'Aperture disparaîtrait de notre univers. Il est parfaitement normal que certaines choses ne soient pas raccord entre les différents jeux, entre les différentes générations de Half-Life, et plus particulièrement entre le premier Half-Life, que Mark Laidlaw a écrit, et les 3 autres jeux que Gearbox a fait, car, on le verra dans la prochaine vidéo, Gearbox a mal interprété l'histoire originale. Parce qu'ils n'ont pas travaillé avec le scénariste original et parce qu'ils ont fait quelques erreurs de base, les jeux de Gearbox sont remplis d'incohérences. Ils restent crédibles entre eux, et ils peuvent même rester crédibles avec le jeu original si on accepte de se laisser emporter dans l'histoire qu'ils ont imaginée. Mais c'est avec la sortie de Half-Life 2 quelques années plus tard que ces 3 scénarios ne tiendront plus la route. Tout simplement parce que tous les scénarios n'ont pas été écrits à l'avance, et surtout parce que, en plus, à chaque nouveau jeu, les scénaristes ont voulu changer légèrement la direction de l'histoire, quitte à créer des incohérences ou même à réécrire certains événements ou certains personnages. En résumé, Half-Life Decay et les autres jeux de Gearbox ne font pas vraiment partie de l'univers Half-Life. Tout n'est pas à jeter, évidemment, mais il faut voir ça comme si quelqu'un réalisait une trilogie de films en se basant sur un livre qu'il n'avait pas entièrement lu, ou pas entièrement compris. Ça reste agréable, il y a de bonnes trouvailles, un univers auquel on peut accrocher, mais lorsque la suite officielle arrive, écrite par le showrunner qui connaît la vraie histoire, on est obligé de les oublier. Et tout ça, ce sera dans le prochain épisode dédié à un jeu que tu connais bien, je te donne juste un petit indice. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Mais avant de se quitter, il y a un jeu Half-Life dont on n'a pas parlé. Et ouais, c'est pas fini, voici Half-Life Uplink. Quelques mois après la sortie de Half-Life, Valve publie une version démo de son jeu. Et plutôt que de faire comme tout le monde et de juste publier les 2 premiers niveaux d'un jeu pour donner un aperçu, Valve décide de créer une petite campagne spéciale. Cette campagne, c'est Uplink. Alors, faut quand même préciser 2 ou 3 trucs à ce sujet. Déjà, Uplink est un contenu 100% original. Il y a souvent une confusion qui est faite comme quoi c'est un chapitre du jeu qui a été supprimé de la version finale et transformé en démo. Mais ça, c'est entièrement faux. Comme tous les jeux vidéo, Half-Life a subi quelques remaniements. Et parmi ces remaniements, il y avait une séquence qui devait se passer à peu près vers le moment du réacteur lambda. Freeman devait passer par un centre de communication avec une antenne et cette séquence a été supprimée du jeu, c'est vrai. D'ailleurs, elle inspirait la séquence qu'on a vue dans Decay. Mais quand Valve a voulu faire une démo pour Half-Life, ils n'ont pas repris ce chapitre qui avait été supprimé. Ils se sont concentrés sur un objectif, offrir une expérience qui permette aux joueurs qui ne connaissaient pas Half-Life de découvrir tout ce que le jeu propose, et pour ceux qui connaissaient déjà le jeu, puisqu'il était sorti il y a plusieurs mois, leur offrir la possibilité de prolonger un peu l'expérience avec du contenu inédit. Ils ont donc créé un petit scénario, et pour agrémenter ce scénario, ils ont utilisé certaines lignes de dialogue qui avaient été enregistrées pour le chapitre qui avait été supprimé. En résumé, Half-Life Uplink, c'est une expérience totalement nouvelle, qui utilise une dizaine de lignes de dialogue qui n'ont pas été retenues dans la version commerciale, spécialement conçue pour en mettre
plein les yeux pendant une petite demi-heure, et le résultat est vraiment propre. C'est bourré de détails, et encore aujourd'hui, si tu veux faire découvrir le gameplay de Half-Life à quelqu'un qui n'y a jamais joué, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire, parce qu'on a vraiment tout qui est concentré dans cette démo, et en plus, ça ne dévoile rien de l'intrigue. Ensuite, il faut aussi noter qu'on incarne toujours Gordon Freeman, et que le jeu démarre en nous indiquant que l'action se déroule 48 heures après l'incident. Et tu vas le voir, Uplink ne colle pas du tout avec les événements de Half-Life. Faut vraiment voir ça comme une sorte de bande-annonce, pas quelque chose qui est censé faire partie du jeu, ni qui pourrait s'ajouter au jeu original. Bon allez, trêve de blabla, on jette un œil tout de suite. Le jeu démarre donc en nous indiquant que nous sommes Gordon Freeman et que l'incident a déjà eu lieu. Et tout de suite, on remarque que Valve a apporté un énorme soin aux détails. Par exemple, sur les murs, on a de la géométrie supplémentaire. Des petits effets de halo lumineux qui s'estompent avec la distance, et tout ça, ça fait vraiment plaisir aux yeux. Après tout, ce chapitre inédit, c'est un peu leur vitrine. C'est fait pour donner envie d'acheter le jeu complet, et c'est vraiment bien foutu. On arrive devant un scientifique et un garde. Ouvrez le complexe du réacteur, qu'on puisse se mettre à l'abri. Impossible. Il faut d'abord envoyer le code de déverrouillage. Alors, envoyez-le. J'aimerais bien, mais le raid aérien a mis le transmetteur hors service. Les câbles sont sectionnés. Il faut qu'on passe en mode manuel. Le problème, c'est que la pièce est irradiée. Seul un idiot s'y risquerait. Et lui? Il a raison, votre combinaison devrait vous protéger des radiations. Très bien. Je vais abaisser le niveau de sécurité de l'ascenseur. Vous pourrez l'emprunter pour accéder à la pièce. J'essaierai de vous donner des conseils sur l'intercom. Pour pouvoir ouvrir la salle en bas et se mettre à l'abri, il faut lever un verrouillage en envoyant un signal. Le scientifique nous charge de cette mission puisque nous, on a une combinaison anti-radiation qui est également résistante aux 9 mm, et arrivé en haut, on récupère un pied de biche. On peut directement s'en servir pour casser le distributeur de boissons juste à côté de nous. Et on aura le droit à une petite valve rouge derrière en guise de clin d'œil. Et rien que là, ça montre bien ce qu'est Uplink. L'animation des canettes qui tombent, le distributeur qui explose, la toute petite valve cachée derrière, le passage secret, toute cette démo est remplie de petits détails comme ça. L'environnement est souvent destructible, il y a pas mal d'interactions, et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dans la version finale du jeu. Et c'est pour ça que cette démo est aussi cool, c'est parce qu'elle nous propose du contenu vraiment travaillé et inédit. Rapidement, on va rencontrer un garde, on récupérera quelques armes et on passera par un hangar où on pourra se confronter aux premiers soldats. Une fois sorti du hangar, on arrive à l'extérieur dans une zone remplie de containers où les militaires ont installé leur campement. On découvre qu'ils tuent les scientifiques témoins de la catastrophe, qu'ils brûlent les extraterrestres esclaves et qu'ils enterrent les corps. On arrivera ensuite à l'antenne radio qui devrait être alignée pour contacter l'USNRC, l'agence nucléaire américaine, merci Wikipédia, qui pourra lever le verrouillage de la salle à laquelle on cherchait à accéder au début pour se mettre à l'abri. Une fois le signal envoyé, on passera par un souterrain. On pourra admirer des zombies traîner des cadavres et des soldats se faire grignoter le crâne. De retour dans la zone des containers, des aliens se téléportent pour nous attaquer. On les bute, on retourne jusqu'à la zone de départ et la porte a été déverrouillée grâce au signal qu'on a envoyé à l'USNRC. On entre, on fait le ménage et on aperçoit un gargantua. On finit par se retrouver nez à nez avec lui, impossible de s'échapper, et celui-ci nous attaque pendant que le G-Man assiste à la scène avant de partir. Et c'est la fin de Half-Life Uplink. Alors,
Concernant le scénario, on voit bien que ça ne colle pas avec l'histoire originale, mais ça reste une démo vraiment sympathique qui dure environ une demi-heure, c'est quand même pas rien pour un contenu original, et en plus on a plein de détails agréables à observer, comme ce moment où le scientifique du début nous donne des instructions pour aligner l'antenne, avec la caméra qui suit tous nos mouvements. Freeman, vous devez faire vite. Caler le transmetteur sur la fréquence CRI-RAD. Je répète, passer sur la fréquence CRI-RAD. Ou encore quand les soldats débarquent en découpant la porte au chalumeau. Et même si cette démo ne fait pas vraiment partie des événements de Half-Life, quelque part, comme elle est faite par Valve, tout n'est pas acheté. Sauf erreur de ma part, dans le jeu final, on ne voit pas les militaires creuser des tombes ni brûler des corps. Même si on se doutait bien que ça se passait à peu près comme ça, on ne l'a jamais vu explicitement. Pareil pour l'USNRC, on n'en entend jamais parler, et là, ça renforce la nature des recherches de Black Mesa. On comprend un peu mieux comment le centre est géré, les mesures de confinement qui sont mises en place, etc. Bref, Uplink c'est un petit contenu bonus, et comme je le disais, il faut plutôt voir ça comme une bande-annonce, et parfois dans les bandes-annonces on a des images qui sont coupées au montage quand le film sort au cinéma. Alors c'est toujours bon à prendre, et c'est agréable à jouer en plus, pourquoi se priver? Surtout que c'est extrêmement rare d'avoir une démo qui est entièrement originale. D'habitude, les démos, ce sont surtout des extraits du jeu, donc là, même si ça ne peut pas vraiment être considéré comme faisant partie de la chronologie du jeu, c'est tout de même intéressant d'y jouer au moins une fois pour se replonger dans l'univers de Black Mesa.